Wanted Radio, en toute indépendance. C'est Flow Urbain. Flow Urbain. Flow Urbain. La radio des EFJ2. La breakdance, cette nouvelle danse qui fait fureur auprès des jeunes générations, avec le smurf, je crois aussi. En plus, on se l'avoue, on n'est quand même pas très calé en street art. Oh, c'est à moi que tu parles. C'est moi qui parle, ton cul, c'est à moi qui parle. Avec l'attitude, on l'est. Sans l'attitude, on ne l'est pas. On est juste quelqu'un qui récite des vannes. Bienvenue sur Wanted Radio. Je suis Alizée et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de notre série spéciale Flow Urbain, qui, comme son nom l'indique, parle de la ville et la culture urbaine à Bordeaux. 4 épisodes tous les jeudis du mois de décembre pour explorer ensemble les multiples facettes de cette ville et de ses courants artistiques, sportifs et sociaux qui l'animent. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet fascinant et parfois méconnu, l'exploration urbaine, autrement dit l'urbex. Avec Flora et Alice, nous avons demandé aux Bordelais s'ils en avaient déjà entendu parler. Puis Théo recevra Ben, urbexeur et photographe, qui nous racontera tout de son parcours et de sa passion. Ensuite, on écoutera le reportage de Flora et Alice, qui ont testé une petite sortie avec des urbexeurs bordelais. Elles nous emmèneront dans des locaux administratifs à la découverte des traces du passé. Dans sa chronique, Cléa vous parlera parcours, cette discipline qui redéfinit notre façon de voir et d'utiliser la ville. Et enfin, Maëlys parlera d'un nouveau festival fraîchement arrivé, des Arts Imprimés, qui se tient en ce moment à Bordeaux. Vous l'aurez compris, dans cette émission, on explore la ville comme vous ne l'avez jamais vue, avec des disciplines alternatives et méconnues hors des sentiers battus. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une plongée au cœur de l'underground bordelais. Pour commencer, avant de recevoir notre invité, nous avons demandé aux habitants de Bordeaux ce que signifie l'urbex pour eux. Voici leur réponse. Pour moi, l'urbex, c'est visiter des lieux qui sont abandonnés. Je crois pas que ce soit quelque chose de légal, mais en soi, on esquive un peu les contrôles. Pour moi, dans ma vision, c'est genre avec des drones ou des trucs comme ça, ou plus des images. L'urbex, je le connais pas. Pour moi, c'est quand on va explorer des bâtiments en ville qui sont abandonnés, je pense. Maintenant, nous accueillons Ben, qui est urbexeur et photographe, qui partage ses aventures sur les réseaux sociaux. Bonjour Ben. Bonjour. Théo, tu as quelques questions à lui poser. Oui, effectivement, Alizée. Déjà, merci Ben d'être avec nous sur Wanted Radio. On va évoquer plusieurs thématiques, mais d'abord, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'urbex ? L'urbex, c'est déjà avant tout une passion, et puis c'est de la pratique en gros qui consiste à explorer des lieux abandonnés ou très anciens. Comment ça t'est venu cette passion pour l'urbex et à quel âge ? Je dirais que ça fait plus d'une petite dizaine d'années. En fait, je savais pas du tout que ça s'appelait l'urbex à l'époque. Et puis ensuite, j'ai commencé à découvrir quelques lieux abandonnés autour de chez moi. J'ai fini par les visiter. J'ai pris goût. Et puis après, je me suis mis à chercher d'autres lieux un peu plus loin. Et puis, c'est comme ça qu'est née la passion, quoi. Et pendant tes premières visites, est-ce que tu étais accompagné ? Pour tout vous dire, en fait, j'étais du coup avec mes parents, mais eux-mêmes ne savaient pas que c'était entre guillemets l'urbex. J'ai même fait ça avec mes grands-parents, et puis c'était surtout avec des amis, quoi. Et quand on visite ces premiers spots, est-ce qu'il y a une certaine crainte au début ? Franchement, pas du tout. Au final, je trouvais ça même plutôt banal. En fait, je visitais ça comme si je visitais un bunker au bord de la mer ou même un château qui n'était pas abandonné. En fait, je prenais ça plus comme une balade que comme quelque chose qui était entre guillemets interdit, où il y avait une excitation. Mais pas du tout, en fait. C'était vraiment la balade du dimanche, quoi. Ok. Et après, tu indiques sur ton profil Instagram que tu as visité des spots dans 6 pays européens, donc la France majoritairement, mais aussi la Croatie, la Grèce, l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Et à quel moment tu as eu envie de pratiquer l'urbex à l'international et pas juste en France ? Déjà, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire, où j'ai pas eu l'occasion. C'était Tchernobyl, parce que du coup, la période où j'ai voulu le faire, du coup, comme on le sait tous, l'Ukraine est rentrée en guerre avec la Russie. Donc j'ai pas pu aller à l'étranger. Mais en fait, au début, j'ai commencé à faire surtout autour de chez moi. Donc après, je suis parti un peu plus loin en France. Et puis, je commençais à avoir à peu près fait le tour, même s'il y a quand même pas mal de lieux que j'ai pas visités en France. Mais en fait, en voyant les photos des autres urbexeurs sur Instagram, etc., il y a quand même des architectures différentes.
des lieux tout autant magnifiques à visiter à l'étranger. C'est là où je me suis dit, autant aller voir comment c'est ailleurs. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à visiter un peu partout, ça. D'accord. Et donc, après, que ça soit en France ou à l'étranger, c'est quoi l'endroit qui t'a le plus impressionné et pour quelles raisons? Alors là, je pense que c'est en France quand même. Et je dirais que ce serait des termes abandonnés. Je ne vais pas vous dire où c'est, bien évidemment, pour des raisons évidentes. Mais non, ouais, je pense que c'est des termes abandonnés que j'ai visités parce que en fait, l'architecture, elle est tout simplement unique. C'est un lieu en fait, original où en fait, on n'en visite pas 36 dans une vie, quoi, en fait. Et non, franchement, c'était juste incroyable, magnifique et genre, ouais, dans un monde à part, en fait, on a l'impression d'être et se sentir presque privilégié de pouvoir visiter ça, quoi. Ok. Et après, parmi tes autres spécialités, donc il y a aussi ta passion pour la photo que tu as associée à celle de l'urbex. Et comment tu as eu l'idée de les mélanger? Enfin, comment ça s'est fait? Franchement, c'est tout bête. Au début, mon compte Instagram actuel, c'était genre mon compte perso. Et du coup, j'avais que quelques amis qui me suivaient. Et puis, je mettais quelques petites photos du abandonné par-ci par-là, mais aussi des photos de moi, des paysages, des photos un peu de tout, quoi, en fait, que je prenais comme monsieur tout le monde, en fait, sur Instagram. Et un jour, en fait, j'avais mis une photo de lui abandonné. Et chose que je connaissais pas trop, au final, la vraie pratique, j'avais mis des hashtags avec la ville d'où était pris le lieu, quoi. Et suite à ça, au final, il y a un journal qui m'avait trouvé, quoi. Donc, il m'avait fait une interview sur moi également. Donc, après, j'ai publié, du coup, mes photos un petit interview de moi dans le journal, quoi. Et je me suis dit, c'est cool, en fait, ça marche, il peut y avoir un petit filon à faire. Donc, au final, j'ai supprimé après toutes mes photos que j'avais de moi, des photos de paysages, etc. Et puis, j'ai commencé à faire grandir mon compte petit à petit comme ça. J'ai vu que ça prenait, et puis, j'ai continué, quoi. Et ça fait combien de temps que tu t'es passionné par la photo? La photo, je dirais que c'est pareil, une petite dizaine d'années. Après, la vraie photo, où j'ai commencé vraiment à creuser un peu plus comment ça fonctionnait, à faire vraiment des belles retouches, à essayer de faire de la vraie photo et pas juste de la petite photo comme ça au téléphone. Non, quoi. Je dirais 5-6 ans peut-être. Ok. Et justement, pour rester par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que tu constates, ou non d'ailleurs, qu'il y a un intérêt croissant pour l'urbex? Et est-ce que ça peut amener à des dérives? Qu'il y ait justement beaucoup de public qui s'intéresse Je ne le voyais pas, ça. Et je me disais, ok, maintenant, on va dire que c'est vraiment une pratique qui est née pour beaucoup post-Covid. Donc, à l'époque, il y avait peu d'urbexeurs. Après, moi, je me considérais moi-même pas comme un vrai urbexeur avant parce que, du coup, je me contentais de visiter des petits lieux à droite à gauche, mais rien de fou. Je faisais pas de grandes recherches, je cherchais pas mes propres lieux. Je faisais des petites photos comme ça au téléphone, mais ça s'arrêtait là, quoi. Donc, j'appelle pas ça plus l'urbex, je disais plus que c'était de la curiosité plus qu'autre chose. Après, c'est vrai que moi-même, du coup, je m'y suis mis post-Covid ou juste un petit peu avant le Covid, quoi, à en faire de plus en plus. Et malheureusement, en fait, les gens ont commencé à faire ça aussi à cette période-là. Du coup, ce qui a fait que les lieux ont été de plus en plus visités, ont commencé à de plus en plus fuiter. Et suite à ça, malheureusement, il y a plein de lieux qui ont fini par cramer, avoir de plus en plus de dégradation. Et ça a été un vrai fléau pour bon nombre de propriétaires et bon nombre de lieux qui sont finis par tomber. Alors que, en fait, c'est même pas le temps qu'a joué, c'est juste les visites humaines qui ont joué sur les lieux, dans des lieux au final qui sont pas adaptés pour accueillir autant de visites, quoi. Après, je dirais que c'est bien parce que du coup, ça fait découvrir entre guillemets une passion de niche du coup à plein de monde et plein de monde a envie de s'y mettre, mais c'est pas quelque chose de bon pour les lieux qui sont visités malheureusement, quoi. Et est-ce que tu as justement constaté sur certains spots des exemples, est-ce que tu as des exemples précis de dégradations qui ont été faites Ah ouais, mais en fait, on se rend de plus en plus compte aujourd'hui que malgré tout, un lieu abandonné qui n'est pas connu, entre guillemets, on va dire que la première visite, elle va se faire, il n'y aura pas de problème, etc. Après, à partir du moment où le lieu a commencé à fuiter, où il y a des gens qui ont fini par le trouver, qui est donné à droite, à gauche, et qu'il y a de plus en plus de visites, on va dire qu'en moyenne, le temps de vie d'un spot, c'est 1 an, grand maximum, avant qu'il finisse par être dégradé, détruit, tagué, voire même brûlé. Enfin, honnêtement, ils ont pu
les temps de vie des lieux maintenant aujourd'hui, c'est devenu dingue à quel point ils tiennent plus longtemps, quoi. Et ouais, donc c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Et donc on va aussi parler de la sécurité de cette pratique, donc qui, on le rappelle, illégale en France et qui est souvent dangereuse, aussi bien pour les biens que pour les personnes. Exactement. Et toi, par exemple, quelles sont les mesures que tu prends quand tu te rends sur un spot au niveau sécurité? Alors, on va dire qu'on va parler de plusieurs types de sécurité. On va dire d'abord, dans un premier temps, la sécurité humaine, on va dire. Donc, c'est-à-dire faire attention aux voisins. Faire attention s'il n'y a pas un propriétaire qui habite à côté ou au final il en a marre des visites. Donc là, déjà, c'est faire bien attention à ça parce qu'il n'y a plus d'un propriétaire au final. Et même il y a beaucoup de lieux, de châteaux, etc. qui sont en campagne. Donc c'est des propriétaires qui en ont marre que leur lieu soit visité, donc ils peuvent facilement sortir le fusil. Donc déjà faire attention à ça. Après, une fois que, entre guillemets, c'est acquis, qu'on est dans le lieu, c'est bien faire attention au sol, en l'occurrence déjà, voir s'il n'est pas prêt à s'effondrer, voir s'il n'est pas mou, s'il pourrait en train de pourrir, etc. Mais ça m'est pas arrivé personnellement, mais dans des visites avec des amis à moi, justement, j'ai plus d'une fois des potes qui ont traversé le plancher et qui ont failli même presque mourir. Donc voilà, mais après... non, il faut juste faire attention, on met les pieds, faire attention que le mur pas s'effondrer sur nous, parce qu'il y a beaucoup de lieux, au final, tout est en train de pourrir à l'intérieur. Donc à tout moment, la charpente s'effondre, le sol s'effondre, et puis c'est terminé, quoi. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine à peu près, je crois, j'ai cru voir passer comme quoi il y a une personne de 17 ans qui est mort tombée de 6 ou 8 mètres dans un lieu abandonné. Donc c'est pas anodin, il faut juste faire bien attention, on met les pieds, bien faire attention même au-dessus de soi, que ça ne tombe pas dessus. Et puis voilà, puis après mettre des vêtements qui ne craignent pas et qui sont assez solides aussi, pour pas se faire arracher par exemple avec du barbelé en essayant de rentrer ou des choses comme ça, quoi. Mais voilà. Et justement sur les réseaux sociaux, t'es suivi notamment sur Instagram, t'es suivi par 112 000 personnes. Et est-ce que ça te tient à cœur, par exemple, de justement parler de cette sécurité quand on se rend sur un spot? Parce que je suppose que parmi les 112 000 personnes, il y a forcément des jeunes personnes qui débutent l'urbex ou qui veulent se rendre sur des spots. J'aimais bien partager du coup toutes ces aventures, faire de la prévention un peu, même faire des jeux concours, faire des petites choses comme ça, parce qu'en fait je voulais vraiment animer le compte et vraiment que ce soit quelque chose faire découvrir un peu cette passion de niche qui a différentes manières. Aujourd'hui je le fais plus pour la simple et unique raison que j'ai plus envie, parce qu'il y a tout le monde il y a des gens bien intentionnés et d'autres beaucoup moins bien, et j'ai plus la patience et le temps d'expliquer tout ça avec tout le monde, parce qu'au final sans être méchant, ça crache beaucoup sur tout le monde sans savoir, et du coup aujourd'hui je me contente uniquement de partager les photos, faire quelques stories de temps en temps, mais ça s'arrête là. À la limite, des trucs un peu plus de prévention ou les histoires comme ça, comme j'ai vu par exemple il y a une semaine là, où la personne avait passé à travers le sol, j'essaie plus de le faire en mode petit article sur Threads que sur Instagram. D'accord. Et donc justement par rapport à cette sécurité, tu révèles pas le nom des endroits que tu visites, et pourquoi c'est important justement, qu'on rappelle pour les auditeurs qui débutent l'urbex ou qui seraient tentés justement de donner le nom des lieux qu'ils visitent? Déjà, premièrement, c'est illégal. Deuxièmement, malgré tout, chaque lieu abandonné est toujours, entre guillemets, appartient toujours à quelqu'un. Que ce soit un propriétaire qui est encore en vie, et que ce soit à une mairie, que ce soit à X personnes, quoi. Il y a toujours un propriétaire sur chacun des lieux. Donc en fait, à partir du moment où tu pénètres dans un lieu, tu vas en connaissance de cause. Tu sais que tu n'as pas le droit, tu sais que c'est pas bien, et tu sais que tu peux porter du tort ou faire préjudice à certaines personnes. Parce que malgré tout, au final, on sait que les lieux sont visités, on sait que les lieux sont abandonnés, entre guillemets, mais au final, en fait, on ne connaît pas l'histoire parfois de certains lieux, et on ne sait pas à quel point ça peut tenir à cœur à certains propriétaires de préserver ce lieu finalement, et on ne connaît pas ce qui s'est passé. À titre personnel, ça m'est déjà arrivé de me rendre sur un lieu, de tomber sur le propriétaire, de pouvoir discuter avec lui qui n'ait pas été méchant, et de connaître au final le fait que ce soit son mari qui soit décédé, puis son fils, puis en fait ça a été plein de problèmes accumulés qui ont fait que le lieu ait été abandonné, quoi.
Et au final, ça fait presque de la peine d'entendre ça. Et du coup, on a envie de se dire, mais faut que les gens arrêtent de venir sur place parce qu'en fait, la personne en a marre, quoi. Donc moi, des fois, je fais des petites stories quand j'entends ces histoires-là en me disant, non, c'est pas vraiment abandonné, n'y allez pas, quoi. Mais après, bon, c'est toujours la passion, toujours envie de faire des belles photos de ces lieux-là. Mais malgré tout, faut pas divulguer les lieux. Premièrement pour ça. Après, bien entendu, il y a le fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, que plus un lieu est visité, plus il est dégradé vite, quoi. Donc non, c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout aller dans les lieux, pas les dévoiler et malgré tout garder ces petites trouvailles pour soi, quoi. D'accord. Merci Ben d'avoir pris le temps de nous répondre et puis on te souhaite une bonne continuation pour tes futurs projets, si tu en as. Oh, très bien, merci beaucoup. Puis si vous voulez commencer, j'ai un petit mot à faire passer. Cherchez vos lieux vous-même, prenez soin de vous, faites bien attention à ce que vous faites, faites-le en connaissance de cause. Et puis gardez tout ça pour vous, quoi. Le message est passé pour le conseil, merci Ben. Flow Urbain, l'émission radio des EFJ2. Le reportage. Tout de suite, direction un lieu mystérieux avec notre reportage Urbex. Nous vous emmenons dans un bâtiment administratif de Bordeaux où passé et présent se mêlent dans une atmosphère unique. Écoutez bien, vous allez être transportés. Reportage réalisé par Flora et Alice qui étaient accompagnés par Gaspard, Tom et Titouan. Là, on tombe sur des gens assez mal intentionnés. Il y a une foreuse et les jeunes ont trouvé la clé et ils font du tracteur. C'est très dangereux. Et nous, on décale parce que là, du coup, comme ils sont pas hyper discrets, on peut se faire repérer à cause d'eux. Donc, on essaie d'aller quand même assez rapidement au spot. Ils sont en train de désamianter le bâtiment là, donc il est encore plein d'amiante. Et le curetage il est en cours, donc l'amiante elle est en train de voler un peu dans le bâtiment. Ils ont dû en déplacer pas mal. Il faut quand même anticiper pour un spot comme ça d'avoir un masque et dans l'idéal une petite combi jetable pour protéger les vêtements. On va prendre l'entrée qui est sur la gauche. On va se balader à travers les bâtiments et puis on va essayer de trouver les différentes salles les plus sympas en fonction de la déco et de la végétation qui est sur place. Normalement, si on continue un peu à travers les buissons, il y a un petit passage. Je crois qu'il faut passer en équilibre un peu sur une planche, mais ça se fait. Oui, là, c'est ça, et après tu es à droite. Ouais. Oui, c'est un bon spot qui t'a pas prévu. Bonjour. On va faire le tour, parce que là c'est squatté visiblement. Le fauteuil, les affaires, plutôt propres, donc on va peut-être pas rester là. On va faire le tour pour éviter de déranger. Faites gaffe quand vous passez là tout le long du couloir. Parce que le mur sur la droite, tu vois qu'il peut tomber là, comme ça, comme par terre. Donc si tu prends appui dessus et qu'il se décroche, qu'il te tombe sur les jambes, il y a moyen que ça fasse mal. Après, ouais, malheureusement, ça fait un moment que c'est abandonné, donc il y a eu beaucoup de squats, de casses. C'est ouvert de partout, quoi. Et encore, là, ils ont fait l'effort de clôturer certaines entrées et de casser la route pour que les camions ne passent plus. Sinon, c'était ouvert aux 4 vents, quoi. Il y avait 4 routes qui étaient restées ouvertes, donc ça faisait 4 routes pour rentrer sur le spot. Tout s'est effondré, puis tu le vois par terre, t'as tout plein de morceaux d'isolant, t'as des pneus, des sacs de vêtements. Les gens ils ont pris un peu le spot pour une décharge, du coup ils ont tout vidé ici. Et entre ce qu'ils ont cassé et ce qu'ils ont laissé, ça fait un peu dégueulasse. Il y a une fontaine au milieu du spot. Gaspard, on fait quoi là ? Là on descend dans le sous-sol. Il y a quelqu'un ? Et là-bas, après je pense que il me semble que c'est ce bâtiment, celui dans l'angle où il y avait la chambre forte, les coffres. Où ils stockaient l'argent, quoi. Alors là, on est sur des relevés de travaux pour une entreprise que je ne citerai pas, du coup. Mais ouais, c'est une liste de numéros de compte, d'ordre de mission. Toute la paperasse qui était dans la banque avant que ça ferme, qui est restée dans les murs malgré le squat. Là, je suis en train de montrer un trou comme je parlais tout à l'heure qu'il faut faire gaffe en urbex parce que il est un peu caché derrière 2-3 planches et si on regarde pas où on met les pieds, on a vite fait de mettre le pied dedans et ouais. C'est une trappe. Pas encore de quoi se faire très mal, mais de quoi se faire une cheville facilement, ça va vite, quoi. Prévention en urbex, déjà toujours prioriser la sécurité, que ce soit pour soi ou pour les binômes. Parce que une blessure, ça va super vite. Que ça soit superficiel, se planter un truc dans le pied, dans la main, ça se fait hyper rapidement. Après, il faut bien prendre en compte l'état du spot aussi. Vite fait de traverser un plancher ou de tomber sur un mur qui tient plus, un escalier qui est là depuis 30 ans.
c'est pas bon. Et sinon, règle de base, après, tout ce qui va être respecter les lieux, les grands classiques, rien casser, rien voler, toujours rester discret parce qu'on n'est pas là pour déranger, que ce soit les voisins, les potentiels squatteurs ou même les propriétaires potentiels, parce qu'on dit que c'est abandonné, mais il y a quand même souvent des propriétaires derrière, même s'ils ne s'occupent pas du bien, il y a quand même souvent des gens qui sont là pour gérer tout ça. Donc par respect pour eux, comme pour les squatteurs, toujours rester discret, faire les choses bien, rien casser, rien voler, on dégrade pas, on fait que des photos et on découvre. Merci à Flora et Alice. Les flots urbains, l'émission des EFJ2. La chronique sport. Passons maintenant à une discipline qui illustre parfaitement l'esprit underground, le parcours. Bonjour Cléa. Bonjour Alizé et bonjour Maëlys et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Pour vous, c'est quoi le parcours ? C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais au fond on ne sait pas trop ce que c'est. Vas-y, dis-nous tout. Et j'ai demandé à Mathieu Legal, éducateur en art du déplacement au Coq Rouge à Bordeaux, de nous en dire un peu plus sur cette nouvelle pratique attirant de plus en plus d'adeptes. Le parcours, en gros, c'est la discipline des Yamakasi. Ça a été propagé dans les années 2000. À la base, j'ai découvert ça avec un film, donc le film Les Yamakasi, de Luc Besson, avec un autre film qui a été propagé un peu plus tard, qui s'appelle Banlieue 13. Et du coup, moi, je me suis mis comme ça à faire du parcours. En gros, c'est se mouvoir d'un point A à un point B de manière la plus efficace possible. Après, maintenant, ça a un petit peu changé avec le temps. Avec les réseaux sociaux notamment, c'est devenu un truc un peu plus acrobatique. Alors tu peux le trouver sous le nom free running ou ce genre de choses. Maintenant tu as du freestyle gym. Alors en termes de conditions physiques, techniquement tout le monde peut commencer. Parce qu'en gros moi c'était le premier sport que j'ai fait quand j'avais 19 ans. Avant je faisais rien du tout. Et il n'y avait pas besoin de prérequis, juste il faut y aller à son rythme, quoi. Tu peux pas faire des grands sauts quand t'as pas d'entraînement. Ça se prépare sur le long terme. Donc en termes de précaution, il faut juste essayer d'être à l'écoute de son corps et vraiment progresser petit à petit, quoi. Pas faire des trucs de fou direct, pas faire des grands sauts dans le vide alors qu'on n'a jamais fait ça, et ça se passe bien. Depuis le film Yamakasi en 2001, inspiré de l'histoire vraie des jeunes de Lys qui ont inventé ce sport, le parcours a bien changé. Aujourd'hui, il y a une fédération, des compétitions, une représentation pendant la cérémonie des Jeux Olympiques avec le personnage d'Assassin's Creed sur le toit, et aussi un vrai engouement sur les réseaux sociaux qui pousse les jeunes traceurs à en faire toujours plus pour filmer leur exploit. Moi, le seul truc sur lesquels j'émets des réserves, c'est du coup les réseaux sociaux, dans le sens où ça oblige les gens à être dans l'excès, on va dire. Après, c'est ce qui permet aussi de faire avancer la discipline, puisqu'aujourd'hui tu vois plein de tricks que tu n'aurais pas vu il y a 10 ans. Il y a des choses qu'on pensait impossibles à l'époque qui aujourd'hui sont incroyables et qui maintenant sont standards, tu vois. Genre moi par exemple, les trucs que je fais qui à l'époque était très dur, maintenant aujourd'hui c'est un standard pour des jeunes de 20 ans, quoi. Donc ça c'est un petit peu la réserve, il faut faire attention avec le danger des réseaux. Dans les faits, moi plus il y a de monde qui pratique, mieux c'est pour moi, parce que mon but à moi c'est vraiment de développer la communauté qui est à Bordeaux, chose qui est très dure avec le temps qu'on a ici, mais en soi voilà, c'est vraiment le but ultime, quoi, qu'il y ait plein de gens qui en fassent. Mais ce n'est pas sans risque. Alors même s'il n'y a pas de chiffres précis témoignant du danger de ce sport, il arrive que des personnes décèdent. En avril 2024, un jeune homme de 17 ans s'est tué après une chute de 50 mètres. Passionné de parcours, il a grimpé sur le toit du Grand Hôtel Dieu à Lyon pour prendre en photo le coucher de soleil. Ce genre d'accident est rarissime mais peut arriver. C'est pourquoi il est important de ne pas se lancer sans être accompagné. Merci Cléa pour ces rappels de sécurité. Flots urbains, l'émission radio des EFJ2. C'est la chronique culture. Enfin, pour clore cette émission, l'art de l'underground, c'est aussi des expositions qui bousculent nos perceptions. Salut Maëlys, actuellement à Bordeaux, il y a un festival des arts imprimés. Alors oui Alizé, c'est la toute première édition de ce festival, le Print Show Festival. Il a lieu du 14 novembre au 21 décembre dans tout Bordeaux, et principalement à la fabrique Paula, rive droite. Hugues Legrand, coordinateur de l'association L'Insoleuse, nous en parle. Le Print Show, c'est un festival autour des arts imprimés. On l'avait pensé déjà en 2019, mais du coup le Covid a fait qu'on ne pouvait pas le réaliser, donc il a été reporté. Et donc ce festival, il a pour but de mettre en lumière les techniques d'impression liées au monde de l'art. Et du coup l'idée c'est de rassembler des artistes qui utilisent différentes techniques d'impression et d'essayer de fédérer des acteurs du monde de l'imprimerie d'art à Bordeaux. Il y a plusieurs volets, à la fois un volet d'exposition avec différentes expositions qui sont organisées, une qui est donc à Disparate. Donc Disparate
Transparade, c'est une librairie associative qui est spécialisée dans le fanzina. Donc ça, c'est la première exposition. Et puis la deuxième exposition qui est la plus importante, et donc elle est située dans la Fabrique Paula, dans le Polarium. Et après, donc les ateliers qui sont encore proposés, il y aura des ateliers de pratique artistique, de gravure, de sérigraphie, lors du marché Noël de Paula. Après, il y a des ateliers qui sont dédiés plus aux professionnels et aux étudiants. Vous vous dites sûrement, super, mais c'est quoi les arts imprimés ? Ah ouais, c'est quoi les arts imprimés ? Explique-nous. Eh bien, c'est l'ensemble des pratiques artistiques basées sur la réalisation d'images par impression d'une matrice, comme des plaques de cuivre ou du bois, sur un support, papier ou tissu par exemple. Les techniques d'impression sont nombreuses, il y a la sérigraphie, la gravure, la risographie et l'impression numérique. Le print show, c'est donc un mélange d'expositions, de visites et d'ateliers autour de l'impression, du design numérique et du graphisme. L'événement, c'est l'occasion de découvrir des créations visuelles de tous horizons, où se mêlent art traditionnel et pratiques modernes. Une des grandes forces de ce festival, c'est sa capacité à rassembler des artistes et des professionnels locaux, mais aussi nationaux. C'est une vitrine pour les artistes qui exposent leurs œuvres. Parmi eux, Benoît Varaillon, dit Beno, c'est un artiste artisan graveur de la région proche de Bordeaux, qui mélange le traditionnel et le moderne. Il réalise notamment des estampes en technique mokuhanga, une technique japonaise. Il y a aussi le projet Macula Nigra, porté par l'artiste rennais Loïc Creff. Il est spécialisé dans la sérigraphie. Et enfin Faustine Delbourg, une designer graphique passée par l'École supérieure d'art et de design d'Amiens, qui réalise entre autres des fanzines en risographie. Est-ce qu'il y a des événements à ne pas louper ? Alors oui, 2. L'atelier artistique de Noël pour imprimer son propre calendrier et découvrir différentes techniques d'impression. Ce sera lors de la grande supérette de Noël de la Fabrique Paula les 14 et 15 décembre prochains. Et le dévernissage prévu pour le 20 décembre à la Fabrique avec un concert dont les invités sont encore un mystère. Bref, en résumé, le Print Show Festival, c'est un événement à ne pas manquer si vous êtes passionné de graphisme, d'art visuel ou simplement curieux de découvrir des créations inédites. C'est plus d'1 mois pour explorer l'univers de l'impression sous toutes ses formes, à la croisée des arts, des techniques et des savoir-faire. L'événement sera reconduit tous les 2 ans, à compter d'aujourd'hui. Merci beaucoup Maëlys. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode consacré à l'underground bordelais. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cette immersion vous a donné envie d'explorer davantage cette culture de l'ombre. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode où nous parlerons de musique. À très vite sur Wanted Radio.